C'est une histoire méconnue, qui pourtant a façonné notre monde. Une histoire de migrants et de réprouvés. L'histoire de ces millions d'Européens de langue allemande qui ont dû fuir la famine et les hivers glaciaux, les persécutions religieuses et les guerres, pour rejoindre des contrées dont ils ne savaient rien. Beaucoup d'Allemands ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Et ils ont été contraints à l'exil. Dans la zone de peuplement elle-même, les migrants étaient confrontés à des défis majeurs. Une épopée qui débute en 1618 sur les bords du Rhin et qui va s'étendre sur plus de 3 siècles et sur 4 continents. Les recruteurs de migrants se faisaient concurrence dans toute l'Europe germanophone. Ils promettaient l'aventure, mais surtout une vie meilleure. C'est grâce au travail des historiennes et des historiens que nous redécouvrons les récits oubliés de ces femmes et de ces hommes. Des récits qui permettent de mettre un nom sur ces trajectoires de migrants. Beaucoup sont morts au cours du voyage. Ils se sentiront, pour beaucoup d'entre eux, très vite abandonnés. En fait, ils sont mis aux enchères. Pour le pire comme pour le meilleur, ils écrivent l'histoire de leur pays d'accueil. Au dos des carnets venus d'Allemagne figurait la devise « Souviens-toi que tu es allemand ». Ils et elles étaient des millions. Et leur histoire éclaire d'un jour nouveau notre passé. C'est sur les bords du Rhin que débute la grande migration des populations de langues allemandes. En un siècle, elle conduira ces femmes et ces hommes vers les colonies anglaises d'Amérique et jusqu'aux confins de la Russie. Leur région de départ est le cœur économique et politique de l'Europe. D'Amsterdam à Bâle, le long fleuve du Rhin traverse le Saint-Empire romain germanique et relie les principales villes marchandes. Mais en ce début de XVIIe siècle, le destin de la région et de toute l'Europe est sur le point de basculer. En 1618, les tensions entre puissances catholiques et protestantes sont telles que la guerre éclate. Elle va durer 30 ans et changer le visage de l'Europe. La guerre de 30 ans a été un désastre démographique et économique. Démographique parce que les populations étaient massacrées. Lorsque les villes étaient prises, la population était obligée de nourrir les assaillants qui se livraient à toutes sortes d'exactions, qui torturaient les gens pour qu'ils leur livrent les maigres denrées qui les restaient au fond de leur maison. Les campagnes ont été désertées. Les gens mouraient aussi de famine et de maladies. Notamment, il y a eu des épidémies de peste. Dans les pays rhénans, la guerre et les persécutions religieuses font des millions de morts. Attachés à leur terre, les survivants n'ont aucune envie de partir. Mais quand à ces violences s'ajoutent la faim et les maladies, c'en est trop. Des centaines de milliers de familles prennent la route de l'exil. Les récits directs qui donnent accès à la manière dont ces drames ont été vécus sont très rares. L'un d'entre eux est conservé précieusement à l'université de Bâle, en Suisse. C'est l'histoire d'Augustin Günther, né à Obernai, en Alsace. La région fait partie du Saint-Empire romain germanique, où règne la très catholique maison de Habsbourg. Pour son malheur, Augustin est protestant. Dans son manuscrit, il raconte l'enfer qu'il a subi à cause de sa religion, de l'enfance jusqu'à la guerre de 30 ans. Très honoré lecteur, puisqu'il t'est donné de lire cet écrit simple, mon petit livre, je te prie de ne pas être dédaigneux.
Je ne l'ai pas rédigé pour la gloire ni pour me mettre en avant, et il n'est pas destiné à beaucoup de gens, mais uniquement à mes descendants, afin qu'ils sachent quelle fut ma pauvre vie sur terre, pleine de crainte et de détresse. C'est l'historienne Monique de Busquer qui a redécouvert ce manuscrit tombé dans l'oubli. Convaincue de sa valeur inestimable, elle a entrepris un long et minutieux travail de traduction à partir de l'allemand ancien. C'est un ouvrage unique qui est écrit à la main, qu'il appelle son tout petit livre, alors qu'en fait c'est une œuvre majeure. Ce n'est pas un journal, puisqu'il écrit cette œuvre d'un seul tenant dans les dernières années de sa vie, entre 1650 et 1657. L'intérêt pour un historien, c'est que c'est un témoignage. Il n'y en a pas tellement sur cette époque-là, et c'est aussi une direction de la recherche historique depuis quelques décennies, de recueillir autant que possible des récits de vie de personnes très simples, afin d'apporter sur l'histoire un autre éclairage que celui qu'on donne simplement à l'histoire des puissants. Augustin Günzer est élevé dans le protestantisme calviniste, religion choisie par son grand-père pour marquer sa révolte contre les privilèges des dignitaires catholiques. Durant son enfance, Augustin est régulièrement opprimé à cause de sa confession. Dans cette autobiographie qu'il a lui-même illustrée, Augustin Günzer raconte une agression qui va le marquer à vie. L'année 1604, j'allais sur mes 8 ans, je courus un grand danger dans la rivière. Un bourgeois d'Aubernais voulut m'y noyer et me tuer. C'était un ennemi de mon père à cause de la religion. Mais par une exceptionnelle grâce divine, plusieurs femmes et hommes vinrent à mon secours. Ensuite, ce malfaisant rentra chez lui tout joyeux, se vanta de son geste et raconta comment il avait jeté à l'eau le garçonnet du potier d'Étain, cet hérétique. Cet épisode forge à tout jamais le caractère d'Augustin et son attachement indéfectible à sa religion. En 1621, Augustin a 25 ans. Il est potier d'Étain. La guerre entre catholiques et protestants bat son plein. Il lui faut faire un choix. Quitter sa ville natale avec femme et enfants, ou renier sa foi. Les autorités d'Aubernais ont retiré aux protestants le droit d'y pratiquer leur religion, de s'y marier et de baptiser leurs enfants. Comme si ça ne suffisait pas, si Augustin veut conserver son métier, il doit se convertir. Fidèle à sa religion, il vend ses biens et s'exile à Colmar, une ville protestante. Comme Augustin, ils sont des centaines de milliers, allant de ville en ville, fuyant toujours plus loin les persécutions, formant ainsi le premier grand mouvement de migration de l'Europe moderne. En 1627, Colmar est prise par les troupes impériales catholiques. Augustin est à nouveau contraint à l'exil. Il installe sa famille à Strasbourg et décide de rejoindre les rangs de l'armée suédoise, venue prêter main forte aux protestants de la région. Alors qu'il est sur le front, au nord de l'Alsace, il apprend que sa fille est malade de la peste. Peu après, c'est son épouse, Maria, qui meurt sans qu'il n'ait pu lui dire adieu. Lorsqu'il revient enfin dans sa ville, Augustin n'y retrouve que la misère et la famine. Quelques années plus tard, à bout de force, Augustin se réfugie à Bâle, en Suisse, un pays neutre, hors des frontières du Saint-Empire romain germanique. Il y survit comme marchand ambulant. La tristesse d'avoir perdu ma femme me fit perdre mon allure. Mes cheveux blanchirent, je devins vieux et décharné. Cette vie terrestre me dégoûte, de sorte que j'éprouve une grande joie en pensant à la vie future, joyeuse et sainte. Né dans une famille prospère, il finit misérable pour n'avoir jamais renié sa foi. À 61 ans, sentant ses forces décliner, il écrit pour ses enfants l'histoire de sa vie.
Lorsque les populations sont contraintes d'abjurer leur religion et qu'elles ne veulent pas le faire, comme l'a fait Günther, eh bien elles émigrent. Une grosse proportion de la population est partie dans d'autres pays, dans d'autres régions en fait, où se pratiquait la religion protestante. Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans et partagent l'Empire entre catholiques et protestants. Craignant le retour des violences, la majorité des déplacés ne reviennent pas sur leurs terres. Attirés par les promesses de liberté, des dizaines de milliers d'entre eux mettent le cap sur les lointaines colonies du Nouveau Monde. Depuis leur fondation, en 1607, les colonies anglaises d'Amérique du Nord ne cessent de s'étendre. Moins d'un siècle plus tard, elles comptent déjà près de 150 000 habitants. Parmi elles, la colonie de Pennsylvanie, fondée en 1682. Elle se présente comme un havre de paix pour les minorités protestantes persécutées en Europe. Dans ce nouveau monde, tout est à faire, tout semble possible, et nombreux sont ceux qui ont l'espoir d'y vivre selon leurs croyances. Annick Faucrier dirige le Centre de recherche d'histoire nord-américaine de la Sorbonne. C'est à Philadelphie, à la German Society of Pennsylvania, qu'elle a pu étudier les archives de ces migrants issus en grande partie des régions rhénanes, et notamment l'histoire de Francis Daniel Pastorius, un jeune avocat qui ne désire qu'une chose, marcher dans les pas du Seigneur. Francis Daniel Pastorius est né dans une famille aisée, une famille luthérienne, et il suit des études de droit dans les meilleures universités allemandes. Donc, muni de ses diplômes, il commence une carrière d'avocat et pour cela, il va à Francfort. Dans cette ville du Saint-Empire romain germanique, Francis, alors en plein questionnement religieux, croise la route de ceux que l'on surnomme les Quakers, une tendance radicale du protestantisme, née en Angleterre et qui s'est répandue en Europe. Il rencontre des Quakers, et ces Quakers, à l'époque, sont une minorité religieuse qui est persécutée de par leur refus de la hiérarchie sociale, leur refus du clergé et aussi leur refus de porter les armes. Et à cause des persécutions de l'époque, ils ont un espoir de pouvoir partir et mener une vie ailleurs. Ces Quakers allemands confient à Francis Pastorius la mission d'aller acheter des terres en Pennsylvanie, une colonie fondée par William Penn, un riche héritier anglais sensible à leur philosophie. La capitale de la colonie se nomme Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. William Penn souhaite faire de ce territoire un lieu de refuge où peuvent venir tous ceux qui sont persécutés pour leur religion, à condition bien évidemment qu'ils respectent la religion des autres, mais tous sont bienvenus, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans les autres colonies. C'est la possibilité de commencer de nouvelles relations humaines, c'est une tentative d'utopie réalisée. Francis Pastorius accepte sa mission et embarque à bord de l'America. Il a 32 ans et pour la première fois de sa vie, il quitte le vieux continent. Après 10 semaines à affronter les vents contraires et la terreur du naufrage, il débarque à Philadelphie le 20 août 1683. Il rencontre William Penn et suite à une âpre négociation, il obtient 6000 hectares au nord de la colonie, dans le territoire des peuples Lenape. Accompagné de quelques familles, Francis y fonde Germantown. Il faut inciter de nouveaux colons à venir parce qu'on ne fait pas un village avec 33 personnes. D'autant plus que ce ne sont pas des agriculteurs et qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour développer leur village.
Donc Pastorius, qui est un peu le chef du village, décide de rédiger un petit livre. Et ce texte, justement, qui est publié en Allemagne et en allemand, c'est de l'information positive sur l'Amérique, sur la Pennsylvanie. Et l'objectif, c'est en effet d'intéresser des Allemands de façon à nourrir cette communauté et d'intéresser aussi des Quakers qui sont sensibles à la tolérance qui est la règle en Pennsylvanie. La ville repose sur un sol noir et riche. Elle est entourée de ruisseaux agréables, comme une défense naturelle. Et chaque famille dispose d'un terrain de 3 acres. Il m'arrive régulièrement de rencontrer des autochtones. Je leur montre presque toujours mon amour en leur offrant à boire et à manger, ce qui éveille chez eux une affection réciproque. Et ils m'appellent communément frère. Nous n'avons vraiment rien à craindre d'eux. Ce que Francis considère comme un titre de propriété n'a aucune valeur aux yeux des Lenapes, pour qui la terre ne se possède pas. Or, les familles allemandes, attirées par les descriptions de son livre, arrivent toujours plus nombreuses à Germantown. À mesure que la colonie grandit, les Lenapes sont expulsés toujours plus loin de leurs régions ancestrales. Ceux que Francis Pastorius considérait comme des frères sont chassés par les colons qu'il a lui-même encouragés à venir. Son idéal de tolérance et de liberté s'effondre chaque jour un peu plus face à la réalité du monde colonial. Car Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, est aussi devenue la principale porte d'entrée des esclaves africains dans la région. Le fondateur William Penn lui-même en possède et se félicite de l'arrivée d'une dizaine de bateaux négriers par an. Fidèle à ses principes de fraternité, Francis va mettre ses coreligionnaires face à leurs contradictions. C'est en 1688 que Pastorius et 3 autres fondateurs de Germantown se réunissent à Germantown et ils rédigent une protestation contre l'esclavage. Nous avons entendu dire que la plupart de ces Noirs sont amenés ici contre leur volonté. Or, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de pire au monde que d'être vendus comme esclaves dans des pays étrangers, en séparant les hommes de leurs femmes et de leurs enfants? Nous qui sommes chrétiens, comment pouvons-nous traiter des hommes comme on traite le bétail? En Europe, il y a beaucoup d'opprimés pour des raisons de conscience. Ici, les opprimés sont de couleur noire. Ce texte est un texte fondateur parce que c'est la première fois sur le continent américain qu'il y a une protestation officielle contre l'esclavage. Et c'est à l'époque tellement sensible, tellement délicat comme sujet, que c'est seulement presque un siècle plus tard que la Pennsylvanie abolit progressivement l'esclavage. La réalité brutale de l'esclavage des Africains et du massacre des peuples autochtones, loin de l'idéal de paix et de tolérance affiché par la Pennsylvanie, n'empêcheront pas la venue de nouveaux migrants. Les grandes étendues de terre fertile de l'Amérique et son climat tempéré font briller dans les yeux des paysans d'Europe continentale l'espoir d'une vie prospère, loin des servitudes du monde féodal. Au début du XVIIIe siècle, un autre facteur vient s'ajouter aux raisons des départs. La vallée du Rhin va connaître l'un des pires épisodes climatiques de son histoire. L'hiver 1708-1709 est donc entré dans l'histoire européenne comme l'un des plus rigoureux, voire le plus froid depuis 5 siècles. Ces températures extrêmes ont été l'une des principales raisons qui ont poussé de nombreuses personnes à quitter le continent pour refaire leur vie ailleurs. De grands arbres fendus sous l'effet du froid, des lacs entièrement gelés,
des oiseaux morts par milliers. D'un bout à l'autre de la vallée du Rhin, les récoltes sont perdues. Vieillards et nouveau-nés ne résistent pas au froid. La famine se répand. Par milliers, les familles quittent cette désolation. Les Weiser font partie de cet exode. Ils habitent dans la région de Stuttgart, au sud de l'actuelle Allemagne. Âgé de 47 ans, Johann, le père, ne parvient plus à nourrir ses 15 enfants. Mais il refuse de céder au désespoir. Pour conjurer le mauvais sort, Johann vend ses terres et prend la route de l'Angleterre. De là, il espère rejoindre les Amériques, où des recruteurs promettent le paradis. Un certain nombre d'entreprises faisaient pression pour que davantage de migrants se rendent en Amérique du Nord, où ils pourraient, selon l'expression de l'époque, être utiles, industrieux et contribuer au développement du commerce, en particulier dans les chantiers navals à New York et ailleurs. Un ouvrage de propagande publié en 1709 à Francfort connaît un grand succès auprès des candidats au départ. Joshua Kochertal, son auteur, est un pasteur luthérien qui n'a jamais quitté l'Europe. Ça ne l'empêche pas de brosser un tableau idyllique des Amériques. Lu dans les tavernes aussi bien que dans les églises, ce livre offre aux paysans une lueur d'espoir. Ce petit livret est parfaitement conçu pour attirer les paysans en Amérique, car il dépeint un véritable paradis. On peut y faire 2 récoltes par an sans presque rien avoir à faire. Il suffit de semer les graines et elles poussent toutes seules. Que demander de plus qu'une terre où le travail est réduit au minimum, où les surfaces cultivables abondent et où l'on peut faire pousser toutes sortes de cultures? L'atout principal du livre de Kochertal, c'est la carte qu'il contient. On y voit des rivières qui traversent le pays, quelques animaux, mais pas de bêtes effrayantes, comme les alligators ou les ours. Les Amérindiens y sont aussi représentés, mais ils sont relégués à la périphérie, loin des terres où les colons pourraient s'installer. Comme de nombreux paysans du Württemberg, influencés par cette propagande, Johann Weiser voit dans l'Amérique le moyen de sortir ses enfants de la misère. Malgré les risques du voyage, les Weiser partent de la ville de Großaspar, au sud de l'Allemagne, le 24 juin 1709. Sur la route, ils se joignent à d'autres migrants et leurs rangs grossissent lorsqu'ils traversent la région du Palatinat, où de nombreuses familles quittent aussi leurs terres. Faméliques, rongés par les maladies, une partie d'entre eux va mourir en chemin. C'est le cas d'Anna, l'épouse de Johann. Il faut encore longer le Rhin durant des centaines de kilomètres avant d'atteindre les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, passer un à un les postes de douane, pour enfin rejoindre, comme des milliers d'autres, le port de Rotterdam et espérer atteindre Londres. Beaucoup sont pauvres et la plupart de ces familles vivent dans une extrême précarité. À leur arrivée, ils craignent surtout de ne pas avoir les moyens de financer leur traversée de la Manche. Les Weiser, comme beaucoup d'autres familles, souhaitent se rendre à Londres plus vite pour obtenir ensuite le droit de rejoindre l'Amérique. On sait que la famille Weiser ainsi que des milliers d'autres migrants palatins sont arrivés à Londres grâce à une série de listes d'embarcations établies à leur arrivée. On pouvait notamment y lire les noms et les professions des passagers. Et le nom Weiser figurait sur l'une d'entre elles. Johann et ses enfants sont installés au sud de Londres, à Blackheath, dans ce que l'on considère être le tout premier camp de réfugiés sur le territoire britannique. La reine Anne souhaite accorder refuge à tous les protestants venus d'Europe. Pour le gouvernement, en revanche, la ville compte déjà trop de pauvres et ne peut faire face à cet afflux de migrants allemands.
Lorsque les Londoniens apprennent que la plupart d'entre eux ne fuient pas les persécutions religieuses, mais la pauvreté, et que certains ne sont même pas protestants, ils n'éprouvent plus la moindre sympathie à leur égard. Les historiens estiment qu'environ 12 000 réfugiés sont retenus durant des mois dans ce camp de Blackheath, où les conditions de vie ne cessent de se dégrader. Au cours de l'hiver 1709-1710, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes souffrent du froid et meurent dans ces camps. Cette situation dramatique déclenche l'un des premiers débats en Angleterre sur la naturalisation. Le Parlement doit alors adopter de nouvelles lois concernant les droits qu'il entend accorder aux réfugiés. Il s'agit de savoir si les étrangers peuvent devenir des sujets de la couronne, ce qui reviendrait à leur accorder les mêmes droits que les citoyens britanniques et ceux des colonies. Les journaux anglais font leur gros titre de ceux qu'ils surnomment indistinctement les pauvres palatins. Pour certains, il n'y a rien de bon à tirer de ces migrants qui ne sont ni qualifiés ni éduqués. À leurs yeux, ils seront davantage une charge qu'un bénéfice pour la nation. Pour d'autres, tel Daniel Defoe, le futur auteur de Robinson Crusoe, il faut au contraire les naturaliser, car ils sont une chance pour l'Angleterre. Pour répondre à ceux qui disent que l'arrivée d'un si grand nombre d'étrangers ne fera que rendre la nourriture encore plus chère, ôtera le pain de la bouche des travailleurs et augmentera le nombre déjà trop grand de nos pauvres, je dis que le fait de prendre des dispositions pour leur avenir, dans la condition déplorable où ils se trouvent, n'est pas seulement un grand acte de charité chrétienne, mais un avantage considérable pour toute la nation britannique. Car c'est d'hommes dont nous manquons le plus pour contribuer à la grandeur du royaume et de ses colonies. Après de longs débats à la Chambre des Lords, la décision est finalement prise en 1710 de naturaliser ces réfugiés et de les envoyer participer au développement des colonies anglaises. Les Visors font partie d'un groupe réparti sur 10 navires qui quittent Londres pour l'Amérique du Nord. Ils voyagent à bord du Lion et s'installeront, comme beaucoup d'autres familles, dans une nouvelle colonie destinée à la production de matériaux pour la construction navale, près de New York. C'est Robert Hunter, le nouveau gouverneur de la colonie de New York, qui propose à la couronne britannique de faire venir 3000 palatins. Il veut les envoyer tout au nord de la colonie, pour qu'ils y constituent une barrière défensive contre les Français et leurs alliés autochtones. Et surtout, pour qu'ils y produisent le goudron et la poix, essentiels à l'étanchéité des navires. Le périple des Visors à travers l'Atlantique va durer 12 longues semaines. Quand apparaît enfin la Terre à l'horizon, Johan a du mal à contenir son émotion. Le nouveau monde est là, à portée de main. Et avec lui, la fin de la misère. À son arrivée en juin 1710, il n'est plus maître de son destin. Les Visors sont placés en quarantaine sur Staten Island, au sud de Manhattan, afin d'éviter toute contagion. Une fois considérés en bonne santé, ils sont envoyés dans des camps installés le long de la rivière Hudson pour commencer à récolter la résine de pin nécessaire à la fabrication de la poix et du goudron. Chaque famille a reçu une parcelle de terrain, juste assez grande pour y cultiver un potager et y construire une modeste maison en bois. Au départ, il s'agissait certainement d'une solution provisoire. Johan déchante. Le travail est harassant. Les portions de nourriture sont maigres et les parcelles de terrain minuscules. Très vite, des conflits éclatent entre les Allemands et le gouverneur Robert Hunter. Mécontents de leurs conditions de vie, ils refusent de travailler et prennent les armes. Le gouverneur envoie l'armée et mate la rébellion. Mais malgré tout, les palatins refusent de reprendre le travail. Excédés, le gouverneur leur coupe les vivres et leur ordonne désormais de se débrouiller seuls. L'hiver approchant,
la famine guette. Une nouvelle fois, la famille de Johann n'a d'autre choix que de partir vers des terres plus prometteuses. Johann Weiser a été l'un des principaux instigateurs de ce départ, et de nombreuses personnes le suivent dans la vallée de Schoharie, au bord de la rivière Mohawk, où il passe l'hiver. Pendant son séjour, il entre en contact avec les Mohawks et tente de négocier l'installation du groupe sur ces terres. Les mères Mohawks, qui dirigent le clan, accueillent Johann et écoutent son histoire. Elles vont s'émouvoir des récits de misère et de souffrance de ces migrants allemands qui ont échoué affamés sur leurs terres. Elles finissent par autoriser les Weiser et les familles qui les accompagnent à s'installer dans la vallée de Schoharie. Pour les Mohawks, c'est aussi une manière d'empêcher le gouverneur Hunter de donner des terres à des Britanniques sans leur permission. 150 familles palatines s'installent ainsi au printemps 1713. Les Mohawks leur montrent où cueillir des baies comestibles et comment cultiver les haricots, les courges et le maïs, ce qu'ils appellent les trois sœurs. Johann et ses enfants ont enfin trouvé leur havre de paix. Ces Allemands se décrivent comme les enfants des Mohawks, qu'ils considèrent comme leur mère. Ils disent « Vous, les Mohawks, vous nous avez nourris, vous avez pris soin de nous », soit l'exact opposé de la manière dont les Britanniques traitaient les Mohawks. Quinant, l'un des chefs Mohawks, propose à Johann d'adopter un de ses fils pour sceller leur alliance. À l'âge de 16 ans, Conrad s'installe ainsi chez les Mohawks. Il apprend leur langue et leur culture. Le gouverneur de New York, Robert Hunter, n'accepte pas de perdre la main sur ses terres. Mais il a beau envoyer de nouveaux colons, les familles allemandes et les Mohawks démolissent systématiquement leurs maisons et piétinent leurs récoltes. L'une des raisons pour lesquelles l'histoire des Weiser et de la migration allemande de 1709-1710 me fascine, c'est qu'ils ont développé une autre façon de vivre avec les peuples autochtones. Des archives indiquent que les Mohawks aidaient les Allemands à faire leurs récoltes, et ceci leur rendait l'appareil. On trouve aussi quelques traces de mariage mixte, le plus souvent entre des femmes allemandes et des hommes amérindiens. Il s'agissait donc d'une toute autre vision du vivre ensemble, qui montre qu'Européens et Amérindiens étaient bel et bien capables de cohabiter. Quelques années plus tard, le fils Weiser décide de quitter la vallée de Schoharie pour s'installer en Pennsylvanie, où il établit sa ferme. Conrad Weiser deviendra l'interprète du gouvernement britannique pour les relations avec les nations amérindiennes. Mais peu après sa mort, en 1760, les colons chassent définitivement les Mohawks de leur territoire. En Europe, si les guerres de religion appartiennent désormais au passé, elles ont profondément miné l'unité du Saint-Empire romain germanique. Les nombreux États indépendants ont gagné en autonomie, et désormais le pouvoir de la famille impériale des Habsbourg, qui règne sur le Saint-Empire depuis plus de 3 siècles, n'est plus que symbolique. En réaction, elle décide de se concentrer sur son domaine héréditaire, autour de l'actuelle Hongrie, et notamment la province du Banat, récemment conquise sur les Ottomans. Pour consolider les frontières de ce territoire et y asseoir leur autorité, les Habsbourg orchestrent une vaste campagne de recrutement. Les populations des régions situées le long du Danube, la Souabe, la Bavière et tout le sud du Saint-Empire sont incitées à s'installer dans le Banat. Des recruteurs étaient chargés de dissuader les migrants d'émigrer en Amérique et de vanter les mérites de la Hongrie. À partir de 1748 à 1749, la Hongrie devient donc une véritable terre de colonisation. L'administration impériale à Vienne encourage les colons allemands à s'y installer pour sécuriser la frontière avec l'Empire ottoman.
L'ancienne idée de bâtir un rempart contre l'Empire ottoman revient au premier plan. Il s'agissait de s'implanter et de maintenir le contrôle sur les territoires reconquis. Des milliers de femmes et d'hommes, seuls ou en famille, embarquent sur le Danube. Quelques-uns de ces destins sont parvenus jusqu'à nous grâce au travail des historiens. Ils nous permettent d'imaginer leur périple à travers l'Europe au milieu du XVIIIe siècle. C'est le cas de Magdalena Wagner, une jeune femme qui vit seule dans le village de Zügenhof. Elle raconte ce qui la décide un jour à prendre la route du Banat. Dans le comté de Bayreuth, l'administration impériale a publié une communication affirmant que des familles allemandes parties l'année précédente ont trouvé leur bonheur dans le Banat, et que celles qui viendraient à l'avenir devaient s'attendre aux mêmes avantages. Et surtout que le bois de construction et de chauffage leur serait attribué gratuitement. Comme mon père et ma mère étaient déjà partis l'année précédente à la Pentecôte, c'est ce qui m'a décidé à les rejoindre. C'est à Vienne, aux archives d'État, que la conservatrice Susanne Kuberger a pu déchiffrer le texte écrit en ancien allemand, qui relate l'histoire de Magdalena Wagner. Différents fonds d'archives de la cour de Vienne offrent un aperçu de la colonisation de la Hongrie au XVIIIe siècle. Nous avons ici des documents concernant le Banat, dont le témoignage de Magdalena Wagner. Lorsque j'en ai parlé à mon voisin, il a décidé de se joindre au voyage avec sa femme et ses 4 enfants. Et petit à petit, nous étions 19 personnes comme ça, à décider de rejoindre le Banat. 8 hommes mariés, le reste était composé de femmes et d'enfants. Le récit de Magdalena est exceptionnel, car au-delà du simple témoignage, il montre la force de caractère d'une jeune femme que rien n'empêchera d'atteindre sa destination. Matthias Baer s'est particulièrement intéressé à ces récits de migration. À partir des archives de Vienne, il a pu reconstituer les longs parcours pleins d'embûches de ces migrants germanophones vers le Banat et découvrir leurs motivations et leurs craintes. On ignore quel âge avait Magdalena à l'époque, mais il est certain qu'elle était adulte. Et contrairement à de nombreux autres colons, elle savait exactement où elle souhaitait aller. Elle le savait probablement en raison d'un échange épistolaire avec ses parents. Il lui avait décrit l'endroit où il s'était implanté. Il lui avait également parlé des conditions favorables qu'ils avaient trouvées là-bas. En d'autres termes, les promesses qui avaient été faites par les recruteurs semblaient avoir été tenues. Nous sommes partis de Zügenhof et nous avons fait le chemin à pied jusqu'à Ratisbonne, où nous sommes montés sur un bateau et nous avons navigué jusqu'à Vienne. Une fois arrivés, personne ne nous a arrêtés ou questionnés pour savoir d'où nous venions ou pour demander où nous allions. Nous ne sommes même pas entrés dans la ville et nous avons commencé notre marche à travers la Hongrie. Certains ont abandonné en cours de route. Ils ont choisi de rester dans les villages que nous traversions. Tout le long du chemin, des gens n'arrêtaient pas de décrire le Banat comme un pays très dangereux à cause des Turcs. Ils disaient qu'on allait sûrement mourir de faim ou de maladie là-bas. Nous n'étions plus que 4 familles quand nous sommes arrivés à Budapest. Puis nous avons fait halte dans une taverne, et là, des personnes ont persuadé les dernières familles d'abandonner l'idée d'aller dans le Banat en vantant la grande qualité des terres hongroises. J'ai donc dû continuer seule mon voyage. Malgré les risques, Magdalena parcourt seule et à pied les 300 km qui la séparent de Timisoara,
la capitale du Banat, dans l'actuelle Roumanie. Nous savons qu'elle est parvenue à destination grâce aux témoignages qu'elle a livrés à l'administration impériale à son arrivée. Toute une série de commissions est alors mise en place pour réfléchir à la manière d'attirer davantage de germanophones dans la région. C'est dans ce contexte que s'inscrit le témoignage de Magdalena Wagner. Ce qui dérange l'administration, c'est que certaines familles sont abordées tout au long du trajet par des propriétaires terriens qui tentent de les détourner de leur itinéraire d'origine pour les installer sur leurs propres terres. Certains de ces propriétaires agissaient donc à l'encontre des intérêts de l'État. La trace de Magdalena se perd après cette déposition. Nous ne savons pas ce qu'elle est devenue, ni si elle a pu finalement retrouver ses parents. D'autres sources permettent de penser que sa vie n'a pas dû être aussi idyllique que ce qu'elle espérait. Dans les régions où s'installaient les colons, les migrants étaient confrontés à de grandes difficultés. Il faut garder à l'esprit qu'au XVIIIe siècle, le Banat était encore une région en grande partie marécageuse. Si l'on consulte les registres paroissiaux des villages, on constate un taux de mortalité nettement supérieur à la moyenne, principalement en raison de la mauvaise qualité de l'eau, ainsi que du manque de nourriture et de soins médicaux. La plupart des migrants venus des États allemands et de Lorraine ne savaient pas à quoi s'attendre en arrivant dans le Banat, ni les sacrifices qu'ils allaient devoir faire. Il y avait les conditions météorologiques difficiles, les terres à défricher, les maisons à bâtir dans une région marécageuse. Mais ce qu'ils ignoraient par-dessus tout, c'est que ces terres étaient loin d'être inhabitées. Dans de nombreux processus de colonisation, on retrouve le phénomène appelé terra deserta. Autrement dit, les nouveaux seigneurs partaient du principe que le territoire était désert et qu'ils pouvaient installer dans ce territoire une population nouvelle. Mais bien sûr, tout comme dans le cas de la colonisation de l'Amérique, ces régions étaient également déjà habitées par une population autochtone très diverse. En l'occurrence des Roumains, des Magyars, des Serbes, des Croates, des Bulgares, des Juifs et des musulmans qui vivaient à l'origine dans ces terres. C'est la raison pour laquelle on observe, lors de l'installation des colons allemands, une éviction de ces groupes ethniques. Cette colonie de peuplement du Banat s'est faite dans le cadre d'une stratégie de conquête militaire, après la guerre contre les Ottomans, où les migrants sont utilisés autant pour valoriser la terre que pour occuper l'espace. L'administration autrichienne a pensé ce plan dans ses moindres détails. Des villages entiers, rigoureusement symétriques, ont été créés de toutes pièces, formant des avant-postes du Saint-Empire. Charlottenburg, dans l'ouest de la Roumanie, qui conserve encore aujourd'hui son plan circulaire, en est la parfaite illustration. Cette stratégie a fait du Banat le grenier à blé du Saint-Empire romain germanique. En un siècle, la région attire près de 500 000 colons. Les populations sont une arme entre les mains des empires dans leur désir de conquête. Et désormais, les familles régnantes se les disputent. L'impératrice russe Catherine II, tout comme ses rivaux de la famille des Habsbourg, entend elle aussi se servir de ces masses de migrants pour étendre son influence, quitte à faire monter les enchères avec de belles promesses. Catherine II vient également de s'emparer d'un vaste territoire de l'Empire ottoman,
au sud de l'actuelle Ukraine, entre le Danube et la mer d'Azov, qu'elle nomme la Nouvelle-Russie. L'impératrice est née de parents allemands. Pour valoriser ses terres noires et fertiles, elle se tourne naturellement vers ses anciens compatriotes, dont elle vante les qualités et les compétences. Pour les inciter à venir, elle publie en 1763 un manifeste où elle leur promet de nombreux avantages. Le texte est diffusé à grande échelle dans les régions germanophones. Catherine II y décrit la richesse inépuisable du sol, avant de promettre la gratuité du voyage et des terres, ainsi qu'une franchise d'impôts sur plusieurs années. Quant à la liberté de culte, elle est garantie, excepté pour l'islam des Ottomans, considéré comme une menace. Elle offre même une indemnité journalière aux nouveaux colons, jusqu'à la première récolte. L'appel de l'impératrice est entendu. Plus de 30 000 migrants venus des États allemands affluent vers la Nouvelle-Russie. Parmi eux, Andreas Rennefeld, un paysan qui écrira 20 ans plus tard à ses frères et sœurs restés dans leur Saxe natal, pour leur décrire la vie qu'il aura réussi à se reconstruire, à force de prières et de sacrifices. Mes bien-aimés frères et sœurs, mon vœu le plus cher est que ces quelques lignes vous trouvent en bonne santé. Le temps a dû vous paraître bien long avant que je puisse vous donner des nouvelles. Ma première épouse est morte et mes 2 fils l'ont rejoint dans l'éternité. Je me suis remarié avec la fille de mon voisin, Maria Rosina, avec qui j'ai eu 2 fils et 5 filles. Ma situation est bonne ici. Je suis paysan et grâce à Dieu, j'ai des champs, des chevaux, des vaches en quantité supérieure à mes besoins. Je n'ai donc jamais eu à me plaindre d'aucun manque. Mes frères et sœurs bien-aimés, je ne reviendrai plus. Alors concernant la maison que je vous ai laissée, vendez-la et partagez l'argent entre vous comme preuve de l'amour que j'ai pour vous. Je vous salue 1000 fois. Que Dieu vous garde. Près de 30 000 migrants germanophones vont effectuer le même périple qu'Andreas Rennefeld. On les surnomme les Allemands de la Volga, et leur migration se poursuit durant plusieurs décennies vers d'autres régions de l'Empire russe. Plus que jamais, la concurrence bat son plein entre les monarques européens. Après le Banat, les Habsbourg cherchent à attirer les migrants germanophones vers la Transylvanie, alors que les rois de Suède et du Danemark veulent les faire venir en Scandinavie. Des recruteurs à la solde des gouvernements et des compagnies maritimes privées n'hésitent pas à enjoliver les récits comme celui d'Andreas Rennefeld pour pousser toujours plus de paysans à partir. On sait que les recruteurs de migrants se faisaient concurrence sur les marchés et les foires des villes et des villages de toute l'Europe germanophone. Ils tentaient d'attirer des migrants et des colons sur ces nouvelles terres, à l'est comme à l'ouest. Ils recevaient une prime par tête, appelée Kopfgeld. À bien des égards, ces recruteurs étaient un peu les agences de voyage du XVIIIe siècle. Ils proposaient des options, promettaient des expériences, de l'aventure, mais surtout, ils faisaient miroiter aux migrants une vie meilleure. Johannes Tschudi est un de ces recruteurs. Originaire de Bâle en Suisse, c'était un simple paysan parti faire fortune dans les Amériques. Lors de son voyage de retour en 1751, il propose ses services à Hunt et Greenleaf, l'une des plus grandes compagnies maritimes européennes, qui possède des bureaux à Rotterdam, Amsterdam, Londres et Philadelphie. Les exportations vers l'Amérique étant en baisse, la compagnie cherche à remplir ses bateaux. Johannes Tschudi lui propose de lui trouver des cargaisons de migrants. Pour y arriver, il utilise tous les moyens, légaux et illégaux. Tschudi touchait une somme conséquente pour chaque migrant qu'il faisait embarquer à bord d'un navire à destination de Philadelphie. C'était son fonds de commerce. C'était un trafiquant d'êtres humains.
Ce qui est inhabituel dans son cas, c'est que nous disposons d'une grande diversité de sources, à la fois des documents officiels de Bâle, mais aussi toute une série d'articles de presse. Cela nous permet de reconstituer très précisément la vie de Tschudi, mais aussi le fonctionnement même du trafic de migrants. Des passagers arrivés en 1762 à Philadelphie dénoncent dans des journaux de langue allemande les pratiques de Johannes Tschudi. Ils le traitent de parangon de méchanceté, d'escroc et de voleur. Ils racontent comment il les a bernés, en venant dans leur canton pour leur faire miroiter monts et merveilles, tout en souillant la parole divine. Ce qu'ils décrivent, c'est un homme sûr de lui, convaincu de ses propos comme de ses actes, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement son image et se présentait comme un gentleman ayant fait fortune en Amérique du Nord. Lorsqu'il vantait les mérites de Philadelphie et plus généralement de l'Amérique du Nord, il était toujours accompagné d'une femme qui appuyait ses arguments. Elle se présentait comme une personne de bonne moralité qui soutenait Tschudi dans sa vision d'une vie meilleure à l'étranger. Si Johannes Tschudi fait appel à une femme pour l'accompagner, c'est pour rassurer les candidats au départ, leur montrer qu'il ne s'agit pas d'un voyage pour jeunes aventuriers solitaires, mais d'une destination tout à fait adéquate pour une famille. Tschudi allait même jusqu'à se présenter parfois comme un pasteur. Et il n'hésitait pas à utiliser des informations personnelles sur les migrants pour les faire chanter lorsqu'ils se montraient moins enclins à partir pour l'Amérique du Nord. Johannes Tschudi est suspecté d'avoir floué plus de 1000 migrants de son canton suisse, mêlant fausses promesses et certificats de propriété factices. Poursuivi par la justice suite aux nombreuses plaintes contre lui, il ne sera jamais arrêté et il disparaît des archives de l'époque. Le commerce des recruteurs et autres trafiquants ne faiblit pas. L'idée de refaire sa vie ailleurs ne cessant de se répandre dans la vieille Europe. Mais en Amérique, l'arrivée toujours plus nombreuse de migrants germanophones commence à faire grincer des dents. En 1754, un élu de l'Assemblée de Pennsylvanie, du nom de Benjamin Franklin, publie un pamphlet contre la germanisation de l'Amérique. Un texte qui résonne étrangement aujourd'hui. Pourquoi la Pennsylvanie, fondée par les Anglais, deviendrait-elle une colonie d'étrangers, qui seront bientôt si nombreux qu'ils nous germaniseront au lieu que nous les anglicisions? Ils n'adopteront jamais notre langue ou nos coutumes, pas plus qu'ils ne pourront acquérir notre teint. Ce qui m'amène à ajouter une remarque. Le nombre de personnes purement blanches dans le monde est proportionnellement très faible. En Europe, à l'exception des Saxons, seuls les Anglais sont blancs. Les Espagnols, les Italiens, les Français ou les Allemands ont généralement ce que nous appelons un teint basané. Or, l'Amérique, à l'exception des nouveaux venus, est entièrement blanche. Pourquoi devrions-nous l'assombrir? Benjamin Franklin sera l'un des pères fondateurs des États-Unis. Mais son rêve d'une Amérique exclusivement blanche et anglophone ne se réalisera pas. Malgré le rejet des colons anglais et les arnaques des recruteurs, malgré les dangers de la traversée, rien n'y fait. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les candidats à l'émigration vont être beaucoup plus nombreux. Le bouche à oreille se diffuse dans les villes et les campagnes d'Europe, plus efficace encore que la propagande officielle. Bientôt, les colonies anglaises d'Amérique compteront plus de 2 millions d'habitants, et la taille de ces villes rivalisera avec celle du vieux continent. Dans la vallée du Rhin où a commencé cette grande migration, la misère et les mauvaises récoltes, les guerres, les révolutions et les promesses des recruteurs continuent de provoquer les départs. Et c'est maintenant de tous les pays de langue allemande que partent les migrants. Dans les décennies à venir, de nouvelles destinations vont s'offrir à eux, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud.
Et la déclaration d'indépendance américaine, avec ses idéaux de liberté et de démocratie, va venir nourrir davantage encore l'attrait du Nouveau Monde.